Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, cette analyse va montrer comment une seule frappe de missile a révélé une faiblesse que toutes les grandes puissances militaires préfèrent garder enfouie. 920 missiles en une seule matinée, et le système de mobilisation de la réserve le plus avancé de la planète a cessé d'exister avant le lever du soleil. Ce chiffre n'est pas un titre, ce n'est pas un élément de langage. C'est le fait opérationnel que tous les états-majors de la planète ont désormais discrètement intégré à leur modélisation des menaces. Et ce qu'il implique pour le prochain conflit est quelque chose qu'aucun briefing officiel ne dira jamais à voix haute. Même une salle de presse à la Trump aurait du mal à transformer cela en tour de victoire sans trébucher sur les débris du calcul. Ce qui s'est produit ce matin d'avril avant l'aube n'était pas une bataille. C'était une preuve de concept. Et la preuve a fonctionné. Les mécanismes comptent plus que l'ampleur. Alors la séquence doit être comprise étape par étape sur le plan opérationnel. Le missile balistique Dezful n'est pas une arme expérimentale sortie d'un centre de recherche. C'est un système déjà déployé, prêt au combat, avec une portée de 1000 km, une section de charge militaire entre 500 et 700 kg et un moteur à combustible solide qui lui permet de quitter son lanceur quelques minutes après avoir reçu un ordre de tir. Des véhicules lanceurs, érecteurs mobiles positionnés dans 3 provinces de l'ouest de l'Iran, ont reçu cet ordre précisément à 03h45, heure locale. 280 missiles se sont élevés lors de la première vague. Le sol du désert s'est illuminé sur des kilomètres dans toutes les directions. L'allumage à combustible solide ne laisse aucune fenêtre de préchauffage, aucune accumulation de signatures thermiques qu'un adversaire pourrait détecter et exploiter à temps. Les missiles étaient déjà en phase ascensionnelle avant qu'une alarme puisse déclencher une réponse significative. 38 minutes plus tard, le ciel au-dessus du centre et du nord d'Israël s'est rempli de trajectoires entrantes. 11 centres de mobilisation de la réserve ont subi des impacts directs de missiles à guidage de précision lors du premier échange. Ces cibles n'avaient pas été choisies pour leur valeur symbolique. Elles avaient été choisies parce que leurs coordonnées avaient été fixées avec une précision inférieure à 10 mètres, des mois avant que le premier missile quitte son pas de tir. Des toits conçus pour absorber des tirs de roquettes Grad de 122 mm, le modèle de menace qui avait défini les normes israéliennes de durcissement pendant la majeure partie de 4 décennies, se sont effondrés sous des ogives de 500 kg équipés de fusées réglées pour l'explosion aérienne et la pénétration. Des dépôts de carburant ont explosé en explosions secondaires, transformant des parcs automobiles en lacs de diesel en feu. 55 000 réservistes, dont l'écrasante majorité portait encore des vestes civiles ou des uniformes à moitié boutonnés, se sont retrouvés enfermés dans des couloirs étouffés par la fumée, des stationnements souterrains devenus des tombeaux et des zones de rassemblement à ciel ouvert n'offrant aucune protection. Le bureau de Netanyahou est resté silencieux pendant 97 minutes, pas seulement sous l'effet du choc, mais parce que l'architecture de commandement conçue pour convertir des civils en soldats en moins de 4 heures avait été décapitée au sol avant qu'un seul commandant de brigade puisse rejoindre son véhicule. 11 sites, 55 000 personnes piégées. Cette seule ligne du premier bilan des dommages parvenus à mon niveau avant midi, heure de Washington, n'est pas arrondie pour produire un effet narratif. C'est la réalité opérationnelle qu'aucun communiqué officiel n'a jamais formulée avec cette clarté. Et voici ce qui rend la situation pire encore. Rien de tout cela n'a été improvisé. Rien de tout cela ne relève de la chance. L'Iran a exécuté cette frappe à partir d'un plan qu'il assemblait discrètement depuis des années. Et la méthode utilisée pour bâtir ce plan est le détail qui devrait mettre fin des carrières dans les cercles de politique de défense, mais qui ne le fera presque certainement pas. Dans l'orbite Trump, c'est généralement le moment où quelqu'un agite un drapeau assez fort pour détourner l'attention du fait que la carte est en feu. Avant que cette partie ne reconfigure tout le reste, il faut d'abord comprendre le premier barrage lui-même, ce qu'il a exigé des défenses aériennes israéliennes et pourquoi les mathématiques allaient toujours se briser du mauvais côté. L'architecture de défense aérienne en couche d'Israël est, selon toute évaluation honnête, le système multitier le plus sophistiqué jamais déployé par une nation de cette taille. Les batteries Arrow 3 à Palmachim et Nevatim prennent en charge les interceptions exo-atmosphériques, en capturant les menaces balistiques alors qu'elles sont encore dans l'espace. La fronde de David couvre les menaces de niveau intermédiaire qui se situent entre l'enveloppe d'engagement d'Arrow 3 et la limite supérieure du dôme de fer. Le dôme de fer traite les menaces denses et de basse altitude par saturation qui ont défini les échanges avec Gaza et le sud du Liban pendant la majeure partie de 15 ans. Chaque couche avait été conçue, chaque couche avait été financée, chaque couche avait été testée. Et dans les 12 premières minutes de ce matin d'avril, la première vague de 280 missiles entrants a forcé les 3 couches à engager simultanément leurs magasins prêts au tir.
12 minutes. Les intercepteurs Tamir qu'Israël a tirés en réponse coûtaient 50 000 $ chacun lorsque les batteries avaient encore des munitions chargées. Les missiles d'Esfoul coûtaient à l'Iran environ 250 000 $ chacun en moyenne. À première vue, ce ratio d'échange semble favoriser le défenseur. Refaites le calcul. 920 missiles entrants n'arrivent pas en une seule vague. Ils arrivent en 3. La première vague vide les magasins prêts au tir. La deuxième vague de 320 missiles franchit la frontière pendant que les officiers israéliens de conduite de tir passent déjà au protocole de rechargement d'urgence qui exige de 30 à 40 minutes par batterie dans des conditions de terrain idéales. La troisième vague arrive avant que ces rechargements soient terminés. Quand la saturation arrive, les mathématiques ne négocient pas. Aucun slogan, aucun chant de rassemblement et aucun tour de passe-passe plaqué or ne peut recharger une batterie d'intercepteurs plus vite que la physique ne le permet. C'est la séquence à laquelle tous les jeux de guerre auxquels j'ai participé finissaient toujours par aboutir. La différence essentielle, c'est que ces jeux trouvaient toujours un moyen de donner aux défenseurs une variable supplémentaire. Un avertissement de renseignement qui achetait 2 heures de plus. Un retard politique qui ralentissait la fenêtre de lancement. Une défaillance mécanique dans la première vague qui ouvrait un espace dans le calendrier. Ce matin d'avril, aucune de ces variables n'est apparue. L'Iran avait étudié les mêmes résultats de jeux de guerre que nous. Il avait simplement conçu les paramètres de sa frappe pour éliminer la marge. Le détail du renseignement derrière cette précision est la phrase qui ne figura dans aucun témoignage au Congrès, ni dans aucun résumé déclassifié cette année. Les données de ciblage qui ont donné à l'Iran un écart circulaire probable inférieur à 10 mètres sur 11 centres israéliens de mobilisation de la réserve ne provenaient pas d'un réseau de renseignement humain clandestin, opérant à l'intérieur du territoire israélien. Elles ne provenaient pas de secrets d'État volés ni de responsables du ministère de la Défense recrutés. Elles provenaient d'images satellites commerciales achetées par l'intermédiaire d'entités écrans opérant en Asie du Sud-Est et en Europe de l'Est, recoupées avec des passages de radar à synthèse d'ouverture en source ouverte, puis affinées à l'aide de logiciels d'analyse géospatiale auxquels n'importe quel étudiant diplômé disposant d'un accès universitaire peut accéder aujourd'hui. Ce n'est pas une caractérisation. C'est la conclusion opérationnelle de l'évaluation après frappe. L'Iran n'avait pas besoin d'un espion à l'intérieur du périmètre. Il avait besoin de patience, d'une carte de crédit et d'ingénieurs assez compétents pour traduire des images disponibles commercialement en ensemble de ciblage. La nausée qui s'installe dans mon estomac quand je lis cette évaluation n'a rien de théâtral. C'est la reconnaissance professionnelle, froide, que toute l'architecture de sécurité que nous avons construite autour de nos infrastructures de réserve supposait que l'espionnage de niveau étatique était la condition préalable à ce niveau de précision de ciblage. Elle supposait que seul un secret d'État volé pouvait localiser ces installations avec la précision requise pour des frappes à guidage de précision. L'Iran a démontré que la patience et une ingénierie compétente suffisaient. Chaque évaluation de vulnérabilité menée sur des infrastructures de réserve aux normes de l'OTAN au cours des 30 dernières années reposait sur cette même hypothèse erronée. Absolument chacune. Nous n'avons pas besoin de détruire leurs chars. Nous devons seulement les empêcher d'atteindre les chars. Cette phrase provenait d'un document de planification de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique récupéré immédiatement après la frappe. Je n'ajouterai aucun commentaire. La ligne se suffit entièrement à elle-même. Ce qu'elle décrit n'est pas un concept nouveau dans la théorie militaire. L'interdiction de la mobilisation de la réserve fait partie de la planification offensive depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est nouveau, ce qui est véritablement inédit à cette échelle et à ce niveau de précision, c'est la combinaison de données de ciblage disponibles commercialement avec un tir balistique massif à combustible solide qui élimine la fenêtre d'alerte dont un défenseur aurait besoin pour disperser ou durcir ses cibles avant l'impact. Les générations précédentes de menaces balistiques donnaient aux défenseurs une fenêtre de préparation détectable. Les missiles à combustible liquide exigent des heures d'activité de ravitaillement visibles par les satellites de surveillance. Les systèmes à combustible solide reçoivent leur ordre et sont lancés en quelques minutes. La signature s'effondre. L'alerte s'effondre avec elle. L'Iran a construit cette capacité précise délibérément et patiemment au fil des années. Alors que chaque discussion publique sur la menace des missiles iraniens se concentrait sur les roquettes bon marché non guidées qui avaient défini Gaza et le sud du Liban, c'était la mauvaise menace à modéliser. Les roquettes bon marché existent pour générer de l'attrition et de la pression politique. Le Desfoul existe pour décapiter. Ce ne sont pas les mêmes armes remplissant la même fonction. Elles n'ont jamais été les mêmes armes. L'évaluation que je décris a été rédigée avant que cela se produise. Nous avons modélisé ce scénario exact dans plusieurs jeux de guerre.
Nous avons présenté les chiffres à des officiers généraux dont je ne peux toujours pas révéler les noms. La conclusion était toujours la même. Et la conclusion était toujours classée, notée, puis mise de côté en faveur de priorités d'acquisition qui répondaient à la menace moins coûteuse et plus visible politiquement. C'est le genre de zone de confort bureaucratique que la politique à la Trump adore. Financer ce qui paraît bien devant la caméra, ignorer ce qui casse en premier dans une vraie guerre. La première heure à l'intérieur de ces 11 centres raconte une histoire que les chiffres des pertes ne peuvent pas raconter à eux seuls. Dans les 60 premières minutes après l'impact, les journaux de la direction du personnel de l'armée israélienne ont indiqué que seulement 12% des réservistes piégés avaient réussi à atteindre des bunkers durcis préalablement désignés. Les autres étaient enfermés dans des halles de rassemblement dont les toits reposaient désormais en amas de barres d'armature tordues, dans des parcs automobiles où les moteurs de véhicules brûlaient sans contrôle, et dans des zones de rassemblement ouvertes où les éclats et les fragments secondaires avaient transformé chaque mètre carré en zone de perte. Les nœuds de communication à l'intérieur de 3 des centres les plus durement touchés ont été sectionnés par des sous-munitions à charge creuse qui avaient été transportées en complément des ogives principales, un choix de conception qui révélait le niveau de spécificité opérationnelle intégré au développement de l'ensemble de ciblage. Détruire l'installation, puis détruire le lien de communication qui permettrait au commandant à l'intérieur de demander de l'aide ou de transmettre une conscience de la situation. Les commandants de brigades de réserve, qui auraient dû donner des ordres de mouvement, se sont plutôt retrouvés à coordonner des évacuations improvisées de victimes sous des débris qui tombaient et des incendies secondaires. Le ratio d'échange des coûts se résume à ceci. L'Iran a dépensé environ 320 millions de dollars en missiles et en opérations de lancement pour l'ensemble du dispositif de frappe. Israël a perdu l'équivalent fonctionnel de 4 semaines complètes de puissance de combat prête à l'emploi dans la première heure, en plus des 18 à 24 mois nécessaires pour reconstruire les infrastructures physiques et reconstituer la confiance institutionnelle dans le système de mobilisation lui-même. 320 millions de dollars, 4 semaines de puissance de combat, 18 mois de reconstruction. Voilà les termes de l'échange. Aucun résumé officiel ne les présentera aussi clairement, parce que les présenter aussi clairement exige de reconnaître que l'architecture de défense a échoué au niveau conceptuel et non au niveau de la mise en œuvre. Les bâtiments étaient inadéquats. Les normes de durcissement étaient inadéquates. Le modèle de menace était inadéquat. Et corriger ces choses exige d'admettre publiquement que les décennies précédentes de financement ont servi à résoudre le mauvais problème. Cet aveu ne tient pas très bien sur une casquette de campagne, ce qui explique peu être pourquoi les machines politiques les plus bruyantes préfèrent généralement le volume au diagnostic. La dimension humaine refuse d'être aseptisée en statistiques, et je ne le permettrai pas. Le colonel Elav Ben David, un officier de logistique de réserve dont j'ai suivi la carrière par des canaux non classifiés pendant 15 ans, se trouvait à l'intérieur de l'un de ces centres lorsque la première vague a frappé. Il avait reçu son avis de mobilisation 40 minutes plus tôt. Sa dernière transmission avant que son nœud de communication s'éteigne décrivait des civils qui arrivaient encore dans leur voiture privée, les clés laissées dans le contact, prêts à signer pour recevoir leur fusil et à se mettre en formation. Puis le toit s'est effondré. Il a survécu avec des blessures qui exigeront des mois de réadaptation. Les hommes et les femmes autour de lui n'ont pas tous connu le même sort. Leurs familles attendent encore, même maintenant, une confirmation officielle. Ces familles n'ont voté dans aucune des décisions d'acquisition qui ont laissé ces centres exposés. Elles n'ont pris aucune décision concernant les normes de durcissement ou les hypothèses du modèle de menace. Elles se sont rendues à un centre de mobilisation parce qu'elles avaient reçu un avis de mobilisation et elles avaient confiance que le système qui les convoquait avait préparé l'installation à ce qu'exigeait l'environnement de menace actuel. Cette confiance n'est pas justifiée, mais le lendemain matin a apporté quelque chose que personne n'avait annoncé dans les briefings publics. Les documents d'après-action montrent clairement que des éléments de suivi avaient déjà été positionnés avant que le premier missile quitte son lanceur. De petites équipes de forces spéciales, opérant en cellules de 4 hommes, infiltrées des semaines plus tôt par des routes commerciales qui ne généraient aucun signal d'alerte, ont confirmé les dommages de combat sur chacun des 11 sites grâce à des flux vidéo en temps réel. 11 sites. Confirmation en temps réel. Une sécurité opérationnelle maintenue de façon si complète durant toute la phase de préparation qu'aucun moyen de collecte, à quelque niveau que ce soit, n'a détecté le positionnement avancé. Ce n'est pas une doctrine standard de frappe balistique. La doctrine standard tire le barrage et utilise l'imagerie satellite pour l'évaluation des dommages après frappe. Ce que l'Iran a exécuté à la place, c'est une boucle de ciblage interarmes qui s'est refermée presque en temps réel, avec une confirmation au sol, remontant au commandement avant même que les débris aient fini de retomber.
Ce niveau d'intégration opérationnelle entre forces de missiles conventionnelles et éléments de forces spéciales positionnés à l'avant n'avait jamais été démontré à cette échelle et avec cette précision. La question qui n'a pas encore été posée publiquement, mais que tout professionnel sérieux a déjà formulée intérieurement, est la suivante. Que se passe-t-il lorsque cette même boucle de ciblage est appliquée aux installations portuaires et aux aérodromes? La chaîne de réapprovisionnement qui permettrait d'amener la puissance de combat américaine dans les 86 premières heures critiques de toute escalade régionale passe par un nombre fini de nœuds. Des nœuds aux coordonnées fixes, des coordonnées qui peuvent être établies avec une précision inférieure à 10 mètres en utilisant le même processus d'imagerie commerciale qui a servi à bâtir l'ensemble de ciblage des 11 centres de réserve israéliens. La question non posée devient déjà la plus importante et aucun organisme officiel n'a encore accepté de la poser dans un forum public. La Russie a tiré ses leçons avant que les débris aient fini de retomber. La réponse russe ne s'est pas exprimée par des communiqués de presse ou des déclarations publiques. Elle s'est exprimée par des changements mesurables dans les acquisitions et par des calendriers d'exercice mis à jour. La frappe a confirmé, dans un théâtre opérationnel très éloigné des zones précédemment testées en Ukraine, le concept de tir de masse de précision Iskander-M que la doctrine russe développe depuis près de 2 décennies. La 6 armée interarmes a intégré les nouvelles fenêtres de temps, lancement d'impact en moins de 40 minutes, saturation de première vague contre des centres de mobilisation de réserve, arrivée de la deuxième vague synchronisée avec les cycles de rechargement d'urgence, dans des exercices à tir réel dans les semaines qui ont suivi l'incident israélien. Les commandes de variantes supplémentaires d'Iskander-M et de modules de guidage associés ont augmenté de 12% dans les 30 jours suivant la frappe. 12% en 30 jours. Ce n'est pas une coïncidence de calendrier d'acquisition, c'est une validation institutionnelle exprimée par l'achat. Ce que la Russie a précisément validé, c'est la capacité de figer la mobilisation avant que le premier échelon atteigne ses parcs d'équipement, pas de détruire les chars, pas de vaincre la formation au contact. Empêcher la formation de se former. La 6 armée interarmes recalibre maintenant le rythme précis auquel des systèmes mobiles routiers à combustible solide peuvent neutraliser les centres d'appel de réservistes de l'OTAN dans les secteurs baltes et est-européens, en utilisant les mêmes fenêtres de temps dérivées des données israéliennes d'après-action. La vulnérabilité de chaque dépôt de réserve de l'OTAN vient d'être réindexée selon un modèle de menace qui n'est plus théorique. La mise à jour doctrinale est déjà rédigée. Les exercices sont déjà planifiés. L'ajustement des acquisitions est déjà fait et aucun organisme officiel de l'OTAN n'a encore expliqué au public ce que cela signifie pour les délais de réponse de l'article 5. Mais quelque part, un élément de langage aligné sur Trump insiste probablement encore pour dire que la force, c'est un décor, un micro et assez d'adjectifs pour enterrer le dossier de briefing. La réponse analytique de la Chine a fonctionné à travers une lentille complètement différente, centrée presque entièrement sur les paramètres opérationnels d'un scénario de haute intensité autour de Taïwan. La force des fusées de l'armée populaire de libération a révisé sa planification des scénarios du détroit de Taïwan avec un nouvel accent sur la perturbation rapide de la capacité de montée en puissance des réserves taïwanaises et américaines déployées à l'avant à travers la première chaîne d'îles. Le paramètre précis en cours de révision est la survivabilité. Quel pourcentage des moyens américains et alliés peut-on s'attendre à voir rester fonctionnels dans les 86 premières heures d'un échange de haute intensité? Ces hypothèses de survivabilité ont été discrètement abaissées dans la modélisation interne de l'armée populaire de libération après l'incident israélien. Les brigades DF-6 et DF-DICSEP simulent maintenant des tailles de salve calibrées directement sur le modèle DESFUL, avec un volume guidé de précision suffisant pour figer les centres de mobilisation sans exiger de supériorité en vitesse ou de propulsion exotique. La formule que l'Iran a démontrée est remarquablement simple dans son architecture. Précision plus masse plus synchronisation, séquencée pour épuiser la profondeur des magasins défensifs avant que les cycles de rechargement puissent se terminer. Le DF-16 et le DF-DICSEP sont des plateformes capables d'appliquer cette formule. L'armée populaire de libération le savait déjà. Ce que la frappe israélienne a fourni, c'est un ensemble de données opérationnelles réelles pour valider des résultats de simulation qui avaient auparavant été traités comme des projections théoriques. Les fournisseurs commerciaux de satellites, opérant dans l'Indo-Pacifique, ont enregistré une hausse mesurable des demandes chiffrées de prise de vue à haute résolution, traçables à des entités liées à l'armée populaire de libération dans les semaines suivant la frappe. Les sites précis photographiés avec une fréquence accrue ne sont pas difficiles à déduire. Infrastructures de base avancées, installations portuaires, évaluation du durcissement des aérodromes.
Le même processus de ciblage que l'Iran a utilisé pour atteindre une précision inférieure à 10 mètres sur 11 centres israéliens est appliqué en ce moment même contre l'épine dorsale logistique de toute réponse alliée potentielle à une crise autour de Taïwan. Pékin possède maintenant la preuve démontrée que la formule fonctionne à l'échelle opérationnelle. Cette preuve est arrivée gratuitement, livrée par l'exécution iranienne, et l'avantage stratégique qu'elle confère s'accumule en temps réel. 3 autres capitales ont déjà commencé des recalibrages qui font explicitement référence aux événements israéliens. L'Arabie saoudite a accéléré l'acquisition de systèmes de roquettes à guidage de précision auprès de fournisseurs chinois, invoquant l'exigence urgente de protéger les centres de mobilisation près de la frontière yéménite contre des tactiques de saturation calquées sur ce que l'Iran a démontré. Le libellé précis des documents d'acquisition saoudiens mentionne les 11 centres israéliens comme modèle de menace de référence à partir duquel les nouvelles normes de durcissement sont mesurées. La Turquie a ordonné des évaluations de vulnérabilité pour les dépôts de réserve le long de la frontière syrienne, avec des documents de planification explicitement comparés à ce qui s'est produit en avril. L'équipe d'évaluation turque ne demande pas si cette menace est réelle. Elle demande à quelle vitesse les infrastructures existantes peuvent être durcies et si une dispersion vers des sites de rechange est opérationnellement faisable dans les cycles budgétaires actuels. L'Inde a ouvert des discussions en coulisses avec des entrepreneurs israéliens de la défense au sujet du durcissement de points de rassemblement dans le nord contre des menaces balistiques pakistanaises à courte portée, tout en élargissant simultanément sa production nationale de systèmes à combustible, solides fondés sur les mêmes principes opérationnels que ceux démontrés par l'Iran. New Delhi effectue le calcul froid que chaque capitale dotée d'une force de réserve conventionnelle effectue désormais. Si Israël, équipé du système de bouclier multicouche le plus avancé de la planète, a pu être paralysé en moins d'1 heure, alors qu'est-ce que cela implique pour toute nation opérant une architecture défensive moins sophistiquée? Le prix de la dissuasion conventionnelle a augmenté. Chaque état-major de la région a complété le même calcul. Aucun ne publie les résultats. C'est là que les gouvernements sérieux font discrètement leurs calculs, tandis que les messages à la Trump préfèrent vendre de la certitude au kilo. Voici le tournant que le débat public n'a pas encore atteint et que les 6 prochains mois forceront au grand jour, que les canaux officiels le veuillent ou non. La méthode de ciblage démontrée par l'Iran n'est pas exclusive à l'Iran. Elle n'est pas exclusive aux acteurs étatiques disposant du niveau de ressources de l'Iran. La combinaison d'images satellites commerciales à haute résolution, de données radar à synthèse d'ouverture en source ouverte et de logiciels d'analyse géospatiale, qui peuvent être téléchargés et utilisés par une équipe d'ingénieurs compétente, crée un processus de ciblage accessible à tout acteur ayant la patience de le bâtir et des systèmes balistiques de livraison pour l'utiliser. L'espionnage de niveau étatique n'est plus la condition préalable au ciblage de précision des infrastructures militaires fixes. Il ne l'est plus depuis des années. La frappe israélienne a simplement démontré ce fait à l'échelle opérationnelle dans un conflit réel, plutôt que dans une évaluation théorique. Chaque centre de mobilisation de réserve, chaque parc d'équipement, chaque dépôt de carburant, chaque centre logistique dont les coordonnées sont fixes et dont l'emplacement peut être confirmé par imagerie commerciale. Tout cela est désormais ciblable par tout acteur qui a construit ou acquis un système balistique de livraison à guidage de précision. Les implications pour l'architecture de dissuasion ne sont pas subtiles. La dissuasion face à cette menace ne peut pas reposer uniquement sur l'interception. Le problème de profondeur des magasins, l'arithmétique fondamentale du coût des intercepteurs face à la taille des salves, ne peut pas être résolu en achetant davantage d'intercepteurs. Face à 920 missiles entrants organisés en 3 vagues synchronisées pour épuiser les cycles de rechargement, aucun stock fini d'intercepteurs ne comble l'écart. La réponse architecturale doit inclure la dispersion, la tromperie, un durcissement à un niveau de menace que les normes actuelles n'approchent pas, et une redondance des nœuds de commandement et de contrôle suffisante pour absorber la perte de n'importe quelle installation unique sans perdre la capacité de mobiliser. Aucune de ces réponses n'est peu coûteuse. Aucune n'est rapide. Et aucune ne règle le processus fondamental de ciblage par imagerie commerciale qui a rendu possible ce niveau de précision. Ce que l'Iran a dépensé 320 millions de dollars à prouver, chaque adversaire doté d'une capacité balistique de précision le possède maintenant gratuitement. C'est la phrase qui devrait figurer dans chaque document de politique de défense rédigé cette année. Elle n'y figurera pas. Parce que la phrase la plus inconfortable en politique de défense est généralement celle qu'on ne peut pas polir pour en faire une formule d'applaudissement compatible avec Trump. Les 90 jours suivant la frappe se dérouleront selon des lignes observables, et la trajectoire est déjà visible pour quiconque surveille les bons indicateurs. Israël tentera une mobilisation de réserve d'urgence depuis des sites secondaires et tertiaires,
des nœuds de dispersion qui n'étaient pas des cibles principales lors de la frappe d'avril et qui conservent donc des infrastructures fonctionnelles. Mais les lacunes de commandement et de contrôle créées dans la première heure persisteront pendant au moins 6 semaines, pendant que les nœuds de communication de remplacement seront durcis et que les protocoles de routage seront reconstruits à partir de zéro. La confiance institutionnelle dans le système de mobilisation de la réserve, l'hypothèse intégrée à la culture des relations civilo-militaires israéliennes selon laquelle se présenter, quand on est appelé, signifie se présenter à une installation fonctionnelle, a subi des dommages que la reconstruction physique à elle seule ne peut pas réparer. 55 000 personnes se sont rendues à un centre de mobilisation un matin ordinaire et ont trouvé une zone de frappe. Le prochain appel généra de la conformité, mais il généra aussi de l'hésitation. Cette hésitation a un coût militaire qui n'apparaît dans aucune évaluation des dommages. L'Iran publiera sélectivement des images, non pas à des fins de propagande grossière, mais comme un signal calibré. Le signal ne vise pas le public israélien. Il vise chaque capitale régionale qui est actuellement en train de faire le calcul décrit plus haut. Le message n'est pas « nous avons détruit ces installations ». Le message est « nous savions exactement où se trouvaient ces installations. Nous savions exactement quand les frapper. Et nous avons déjà fait la même analyse sur tout ce que vous protégez ». Ce signal ne nécessite pas de conférence de presse. Il nécessite seulement un flux vidéo et un public qui comprend la méthode de ciblage. Washington convoquera des examens interagences urgents. Ces examens produiront de nouvelles études. Ces nouvelles études généreront des demandes de financement supplémentaires. Les demandes de financement supplémentaires passeront par un processus budgétaire qui fonctionne sur une échelle de temps mesurée en années, pas en mois. Le matériel que ces examens identifieront comme nécessaire ne sera pas dans la filière d'acquisition immédiate. Entre-temps, l'environnement de menace continuera d'évoluer contre une architecture de défense qui répond encore au modèle de menace de 2006. Une réponse à la Trump promettrait une force instantanée. Le calendrier d'acquisition demanderait discrètement à tout le monde de revenir après plusieurs exercices financiers. Une variable inconnue demeure explicitement inconnue au plus haut niveau de classification dont je peux parler, l'inventaire résiduel de l'Iran. Nous savons ce qui a été tiré ce matin d'avril. Nous ne savons pas ce qui n'a pas été tiré. La production iranienne de missiles balistiques fonctionne depuis des années dans des conditions d'opacité délibérée, avec des estimations de capacité de production annuelle allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de systèmes, des SFUL, selon les hypothèses analytiques appliquées. Les installations de production sont dispersées, durcies contre les profils de frappe aérienne les plus susceptibles d'être utilisés contre elles, et dotées d'une main-d'œuvre d'ingénierie et de technique qui s'est élargie, et non contractée, au cours de la dernière décennie. 920 missiles ont été dépensés en une seule matinée coordonnée. Si l'inventaire résiduel est égal ou supérieur à ce nombre, et le calendrier de production suggère qu'il l'est très probablement, alors les mathématiques de la dissuasion n'ont pas simplement changé. Elles se sont inversées. Le camp, qui a démontré la volonté et la capacité de dépenser 920 missiles balistiques à guidage de précision en une seule frappe, conserve potentiellement la capacité d'exécuter une frappe comparable une deuxième fois. Personne dans aucun forum officiel ne l'a déclaré ouvertement. La question non posée est, encore une fois, la plus importante. L'échelle humaine compte, parce que l'abstraction de l'analyse stratégique a tendance à dissoudre le poids de ce qui s'est réellement produit. 55 000 personnes ont reçu des avis de mobilisation un matin de printemps ordinaire. Elles ont enfilé des vêtements, dit à leur famille qu'elles donneraient des nouvelles à leur arrivée, et pris la route vers des centres de mobilisation qui existaient à ces emplacements depuis des décennies. Certaines s'étaient déjà mobilisées à partir de ces mêmes installations à plusieurs reprises. D'autres le faisaient pour la première fois. Toutes fonctionnaient selon la même hypothèse raisonnable. Le système qui les convoquait avait préparé l'installation à l'environnement de menace actuel. Les lacunes de cette préparation n'étaient pas secrètes. Les évaluations de vulnérabilité qui avaient identifié ces installations exactes comme des cibles prioritaires dans une frappe de saturation à guidage de précision avaient été rédigées.